Et donc on va essayer ensemble de travailler sur cette équation selon laquelle, entre la crise économique d'abord, évidemment, le web, qu'on a largement introduit déjà, et puis une certaine prise de conscience sur l'ultra-consommation ou sur effectivement l'impact environnemental de nos actes d'achat, eh bien, effectivement, le consommateur est en train de prendre la main et de poser un certain nombre de nouvelles règles du jeu. Il y a quelques mois, nous étions en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Je peux vous dire qu'on est toujours dans une stratégie de l'offre. C'est bien le distributeur qui décide tout seul, comme il y a encore quelques années en France, ce qu'il met dans ses rayons et donc l'offre à laquelle vous allez pouvoir accéder. Vous avez beau être sensible à une communication d'un constructeur automobile pour un pick-up qui vous plaît beaucoup, si aucun importateur ne le fait venir sur le caillou, vous n'aurez jamais ce pick-up. D'accord ? On est dans une stratégie de l'offre. Le consommateur, effectivement, choisit le meilleur produit, et le meilleur produit, c'est celui qui est en stock. Voilà, par le distributeur, globalement. On a eu, et on l'a vécu d'ailleurs quand on y était, 3 semaines ou un mois sans Coca-Cola sur l'île, enfin sur l'archipel. En France, on vire un chef de rayon quand il n'y a plus de Coca-Cola pendant quelques heures dans un supermarché aujourd'hui. Donc effectivement, voilà un exemple pour simplement essayer d'illustrer qu'il s'est passé évidemment des choses sur nos territoires connectés qui ne sont pas nécessairement les mêmes partout. Le premier élément, c'est que globalement, on consomme différemment. Et si on consomme différemment, c'est d'abord par une contrainte effectivement économique. Et cette contrainte économique, elle est liée au fait que le budget des ménages en France, depuis une trentaine d'années, a évolué et que la part de ce budget que l'on peut tous, les uns et les autres, consacrer à de la consommation courante, s'est réduit et a presque perdu 9 ou 10 points. Et d'autres charges dans notre consommation ont augmenté, notamment les questions de logement, les questions de santé. Premier élément économique, et je prends cette précaution tout de suite, je vais nécessairement prendre quelques raccourcis, moi aussi, si vous voulez bien, pour qu'en 20 minutes, on puisse évidemment essayer d'appréhender toute cette équation. Le deuxième élément, et vous avez vu, je vais déjà vite puisque j'ai switché une première planche. Le deuxième élément, c'est que le seul secteur aujourd'hui qui progresse dans la consommation française, c'est l'alimentaire. Intéressant. Pour différentes raisons, on va essayer de les décrypter, mais globalement, le consommateur a pris coup sur coup un certain nombre de crises alimentaires qui l'ont un peu secoué, qui l'ont un peu interrogé sur ce qu'il mettait dans l'assiette de sa famille, de ses enfants. Les ménages ont évidemment beaucoup progressé en termes de sociologie, avec des Français qui vieillissent, vous l'avez introduit tout à l'heure sur vos territoires, des familles monoparentales, des familles effectivement plus courtes, recomposées, et puis un pouvoir d'achat qui évidemment ne progresse pas comme on le souhaiterait tous. Et ce qui est encore un peu plus insidieux, c'est plutôt effectivement les événements sociétaux. Et notamment, c'était un signal faible il y a encore quelques mois, aujourd'hui, quelques années plutôt, aujourd'hui c'est assez net. Alors la fin de l'ultra-consommation, beaucoup de théoriciens sont en train d'essayer effectivement de confirmer cette théorie de la décroissance, mais globalement on a un sujet qui est intéressant, c'est la baisse de la valeur de possession, au profit plutôt effectivement de l'usage. Et vous parliez de génération tout à l'heure, madame, on a des générations aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas nécessairement socialement dans l'acquisition d'une voiture, voilà, ça n'a plus l'affichage social que ça a pu avoir sur des générations précédentes. Par contre, des voyages, du lien social, la location d'une voiture quand j'en ai besoin, plus ou moins grosse en fonction de ma configuration du moment, là oui, évidemment, on va être finalement dans une économie de l'usage plus qu'une économie de la possession. On a cette année, en France, l'année dernière, je crois d'ailleurs, par contre, loué plus de voitures qu'on les a vendues. Voilà, le consommateur aujourd'hui est de plus en plus sensible à une logique effectivement de location. Sur l'électroménager, c'est assez net aussi. Vous voyez qu'effectivement, dans quelques mois ou quelques années, on paiera un abonnement pour notre pack lave-linge, sèche-linge, et qu'effectivement, dès qu'il sera potentiellement en panne, ce qui réinterroge la question d'obsolescence programmée, enfin tous ces dispositifs que l'on connaît, s'il est en panne, on passe un coup de fil à notre fournisseur et puis il vient nous changer la machine et on n'en parle plus. Et tous les mois, vous avez déjà des offres à 35 ou 40 euros par mois d'abonnement sur votre électroménager. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut effectivement prendre très au sérieux. On a parlé déjà du bio. L'évolution effectivement du comportement d'achat lié à l'économie. Le deuxième élément qu'on veut aborder avec vous, c'est évidemment la question de ce nouveau canal de commerce qui est effectivement le web. On souriait il y a quelques années en disant que certains secteurs d'activité ne seraient pas touchés, qu'il fallait continuer à essayer des chaussures ou essayer des lunettes et que donc effectivement ces secteurs d'activité-là seraient peu touchés par le web.
Ça, ce sont les chiffres 2017, si je ne me trompe pas, pardon, 82 milliards. On va être à 100 milliards d'euros en 2019 ou 2020 de la consommation courante, effectivement, sur Internet. C'est quasiment 10% de la consommation courante française. Et selon les secteurs d'activité, évidemment, c'est très différent. Vous voyez que les produits culturels aujourd'hui, pour quasiment 1 sur 2, sont achetés effectivement sur le web. D'autres secteurs sont moins touchés, mais vous avez effectivement déjà le prêt-à-porter, l'habillement globalement, 13% en 2018 de l'habillement, ce sont les chiffres de la Fédération de la vente à distance, sont passés via la vente en ligne. C'est pas anodin. Aujourd'hui, 100 milliards, si je fais un exercice, encore une fois trop rapide, hein, mais si je divise 100 milliards consommés sur le web par les Français en 2020, par le chiffre d'affaires moyen d'une boutique en France, ça doit être 260 000 euros. On est sur quelque chose qui doit ressembler à 200 ou 300 000 boutiques, ou à l'équivalent du chiffre d'affaires de 200 ou 300 000 boutiques. Pascal disait tout à l'heure qu'on a eu, en 1900, un peu plus, enfin près de 2 millions de boutiques. Ouais, 2 millions. On doit être à 800 000 peut-être en ce moment, en France. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le web va faire fermer 200 000 boutiques, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais globalement, vous voyez l'impact du chiffre d'affaires qui ne sera pas consommé sur du commerce physique, puisqu'il est consommé effectivement sur du commerce en ligne. Tout à l'heure, on parlait effectivement de la sociodémographie et du profil. En tout cas, en ce qui concerne les cyberacheteurs, les catégories socioprofessionnelles et l'âge ne sont quasiment plus un marqueur différenciant. C'était le cas effectivement au départ en 2005-2010, où on voyait que les seniors ou les catégories socioprofessionnelles plutôt inférieures étaient encore peu présents sur le web dans leur acte d'achat. Et vous voyez qu'effectivement, en quelques années, là c'était en 5 ans, on recolle au peloton et toutes les catégories socioprofessionnelles de tous les âges de profil de cyberacheteurs sont quasiment homogènes. La tablette y est pour beaucoup, hein, notamment effectivement sur la capacité d'acheter en ligne. Et puis on ne sait pas exactement où ça s'arrêtera, mais ça, vous l'avez déjà en tête quand on regarde nos collègues anglais ou américains, avec des parts de marché de la vente en ligne qui dépassent 15 et bientôt 20% pour les Anglais, de la consommation globale. L'évolution reste toujours sur des tendances très importantes, et donc on ne sait pas où sera encore la limite, et si on trouvera une limite ou un point d'équilibre effectivement à cette vente en ligne. Donc aujourd'hui, on est sur un consommateur, alors on parle beaucoup du consommateur, effectivement, qui a pris la main et qui, aujourd'hui, challenge évidemment la distribution. Et puis, le consommateur, il veut consommer simplement, rapidement, et donc on a à chaque fois des concepts ou des réseaux de distribution qui sont plutôt gagnants ou plutôt perdants par rapport à ces différents comportements d'achat. On veut consommer responsable, on veut consommer collaboratif, prendre du plaisir, personnaliser sa relation. On a un certain nombre de nouveaux comportements qui émergent. À côté de ça, le commerce physique, alors qu'on pourrait imaginer que globalement, on a un peu moins besoin de commerce physique avec tous les éléments qu'on vient de donner, on consomme un peu différemment, un peu moins, on consomme aussi via le canal de la vente en ligne. À l'inverse, on l'a déjà introduit tout à l'heure, vous avez tous souri quand on a parlé de régulation du développement des mètres carrés commerciaux en France. On a évidemment continué à développer du mètre carré de commerce physique en France. Et on a, c'est ce qu'on a essayé de présenter sur cette planche, une décorrélation entre la production de commerce physique, c'est la première ligne, on a progressé de 4% par an en plancher de surface de vente physique en France, alors qu'effectivement, les besoins liés à la consommation n'ont progressé que de 1,5% par an. Donc on a évidemment une décorrélation qui a commencé à se proposer sur nos territoires. Cette décorrélation, elle est aussi liée, c'est un élément, encore une fois, d'explication, au fait qu'aujourd'hui, l'environnement fiscal, juridique français continue à encourager un certain nombre d'acteurs à produire des mètres carrés de commerce. Alors, là aussi, sur ces thématiques-là, on pourrait faire presque 3 heures que sur cette planche, hein, donc vous allez me pardonner cette intervention trop rapide, mais globalement, l'immobilier de commerce aujourd'hui constitue une valeur refuge et un placement intéressant pour un certain nombre d'opérateurs. C'est un peu moins le cas, mais ça l'a quand même été pendant de nombreuses années. Et donc il y a des réflexes, il y a l'inertie encore évidemment de ces indicateurs. Tout simplement parce que d'une part, le bail commercial, le contrat commercial est toujours très attractif du point de vue du bailleur, du point de vue du propriétaire. Globalement, le locataire s'engage sur une période un peu longue, 9 ou 10 ans globalement.
les travaux sont presque tous à la charge du preneur, du locataire. Les charges sont presque toutes, même si la loi Pinel a recadré un peu les choses, mais à la charge du locataire, y compris, par exemple, l'impôt foncier, qui est à la charge effectivement du locataire. Il y a assez peu de difficultés de paiement dans le bail commercial, hein. Les gens payent ou s'en vont, et puis s'ils s'en vont, pendant des années on a trouvé quelqu'un pour reprendre le bail, c'est de moins en moins le cas, donc ça commence évidemment à challenger les bailleurs. Les rendements sont quasiment 2 fois supérieurs au rendement de l'immobilier de logement. Donc les foncières ont envie, ont de l'appétit pour produire effectivement du mètre carré de commerce. On va aller très vite sur l'effet levier, mais globalement les taux de l'argent, le coût de l'argent est assez faible, et donc encourage effectivement les opérateurs à demander de l'argent et à se faire prêter de l'argent. On a un sujet français qui est un peu particulier en plus, c'est qu'effectivement on a un statut juridique particulier d'un certain nombre de sociétés. Elles ne sont pas très nombreuses, hein, une vingtaine je crois, ou 25 peut-être, entreprises en France qui sont sous le format des SIC. Alors toutes celles que vous connaissez, hein, les Altarea, les Unibail, les foncières des distributeurs alimentaires, hein, Carmila, enfin toutes ces foncières-là, sont sur ce format de la SIC, donc la société d'investissement immobilier cotée, qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est intéressant pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise. Vous avez à peu près l'idée de ce que ça représente sur votre bilan tous les ans. Et puis beaucoup d'argent qui continue à arriver en France et ailleurs. Hein. Quand vous allez dans les salons, au MAPIC, au MIPIM, vous voyez qu'effectivement les investisseurs qui arrivent, alors en Europe en tout cas, d'un certain nombre de fonds de retraite, de pensions allemands, anglo-saxons, qui ont envie de dépenser de l'argent et d'investir de l'argent dans l'immobilier de commerce, qui, pour les raisons que l'on vient d'exprimer, est un placement plutôt rassurant. Donc il y a du pétrole, hein, il y a de quoi continuer effectivement à alimenter la machine. À côté de ça, Pascal l'a introduit évidemment tout à l'heure, la performance des entreprises de distribution baisse, la fréquentation des lieux de commerce, globalement, hein, parce que là aussi on va essayer de tordre le cou à certaines idées reçues. La vacance commerciale et la baisse de fréquentation, c'est partout, hein. C'est pas que dans les centres-villes. La baisse de fréquentation, elle est importante aussi dans les autres formes de commerce, y compris effectivement dans les centres commerciaux. Ça, c'est une information que nous a donné qu'a donné le Conseil national des centres commerciaux sur, d'une part, l'évolution de la fréquentation de ses adhérents, et d'autre part, l'autre courbe, c'est celle de la performance. Globalement, on a des indicateurs qui sont défavorables. Et ça, c'est une source Procos, hein, donc la Fédération des enseignes du commerce spécialisé, qui là aussi, sur l'évolution de la fréquentation des centres commerciaux, et ça, ce sont les adhérents de la Fédération Procos qui remontent finalement leur performance à la Fédération. On voit qu'entre 2014 et 2017, les adhérents Procos ont perdu 18% de fréquentation dans les centres commerciaux. C'est pas anodin, 18%. Alors, on va encourager les consommateurs à dépenser un peu plus à chaque fois qu'il y en a un qui rentre dans le magasin. On va essayer de travailler sur le panier. Mais globalement, ça fait un client sur 5 en moins en quelques années, effectivement, dans les centres commerciaux. Et donc, les enseignes, elles souffrent. Hein. Vous voyez, effectivement, un certain nombre d'enseignes dans la situation la plus difficile, déposer le bilan et disparaître. À Toulouse, en région toulousaine, il y a un centre commercial qui feuilletonne depuis une quinzaine d'années, qui sortira pas de terre, mais enfin, en tout cas, il y a un projet depuis une quinzaine d'années. Toutes les enseignes qui étaient dans la sollicitation initiale de CNEC, peut-être même, à l'époque, n'existent plus aujourd'hui. C'est assez étonnant, mais effectivement, la vie de la distribution fait qu'effectivement, toutes ces enseignes-là, Planète, Saturne, enfin pour les citer pour certaines, effectivement, n'existent plus aujourd'hui. Et pour terminer, parce qu'il faut aller très très vite, évidemment, tout ça a un impact sur nos territoires. On a parlé du consommateur, du fait qu'il avait un peu moins de budget à consacrer à son acte d'achat, qu'il était en train de prendre un certain nombre de réflexes. On a parlé effectivement du web, qui prend des marges de marché importantes sur la consommation française, de la distribution qui réagit, qui ne va pas nécessairement très bien et qui se cherche dans ses canaux et dans sa capacité à trouver de la croissance. Et bien tout ça a un impact. Ici, sur cette planche, nous avons essayé d'imaginer quels étaient les usages historiques des centralités, notamment des centres-villes. Et c'est plutôt, alors c'est pas très net sur l'écran, je suis désolé, c'est plutôt l'aplat, c'est plus net sur les moniteurs, pardon. Et effectivement, vous avez en aplat au fond les usages historiques effectivement des centralités. La tendance est plutôt, pour les centres-villes et les gros centres-bourgs, de perdre de l'attractivité parce que petit à petit, ces fonctions
disparaissent de la centralité. Les fonctions de divertissement, de loisirs marchands, le multiplex, les médecins, les notaires, les avocats, vous connaissez tous ces sujets liés effectivement à l'évasion d'un certain nombre de fonctions du centre-ville. À l'inverse, nos copains des centres commerciaux, et je ne les oppose pas, encore une fois, on a besoin de différentes formes de vente, ont besoin de faire rentrer des clients et de faire venir du flux sur leur centre. Et donc ils sont tentés, vous le voyez, d'aller chercher du loisir, de la santé, différentes fonctions sur leur polarité commerciale globalement pour soutenir le flux. Dans certains cas aussi pour remplir de l'immobilier de commerce, pas nécessairement commercialisé exactement comme ils l'auraient voulu. Et donc on a une alerte que vous connaissez bien entendu, c'est d'une part que pour différentes raisons les centres-villes vivent des moments plutôt difficiles globalement aujourd'hui, et d'autre part que sur Cap 3000, ce très gros centre commercial historique de Nice, qui est un des plus vieux, peut-être, centres commerciaux de France, il y a une maison de santé de 900 mètres carrés dans le centre commercial. Et aujourd'hui, effectivement, les opérateurs sont en train de chercher ce type de programmation dans leurs centres commerciaux pour les raisons qu'on a exposées tout à l'heure. Faire venir du flux, contraindre un petit peu, quand vous êtes patient d'une maison de santé, vous y allez, c'est une fréquentation un peu contrainte, vous y allez où qu'elle soit globalement. On n'est pas sur un flux plaisir ou un flux spontané. Et à l'inverse, si les opérateurs du centre commercial font bien leur boulot, on essaie de vous faire rentrer évidemment aussi dans le centre commercial. Et puis en même temps, il y avait 1000 mètres carrés qui n'arrivaient pas à commercialiser dans un endroit qui n'était pas très, qui n'avait pas une valeur commerciale très importante. Et donc aujourd'hui, c'est une maison de santé. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de la vacance, on peut pas parler de tous ces sujets-là sans parler un tout petit peu de la vacance commerciale, qui est la manière visible sur vos territoires, pas nécessairement sur ce territoire-là d'ailleurs, mais d'appréhender ce qui est en train de se passer. Sur cette planche, vous avez, sous une source Codata, qui est un opérateur belge qui relève la vacance commerciale sur les différentes formes de commerce en France et ailleurs d'ailleurs, vous avez effectivement depuis quelques années l'évolution de la vacance commerciale dans les différentes formes de commerce. Et on voit que cette vacance commerciale, elle progresse dans toutes les formes de commerce, y compris dans les centres commerciaux. C'est l'histogramme bleu, la barre bleue sur les histogrammes, et évidemment aussi, ils appellent les Belges les centres-villes les pieds d'immeubles, enfin en tout cas c'est les formats de commerce de pieds d'immeubles. Donc la vacance progresse partout, on en reparlera si vous le souhaitez, et si effectivement on a des questions sur cette question de la vacance. Évidemment, la vacance a aussi d'autres raisons, notamment dans les pieds d'immeubles, la configuration de l'immobilier de commerce, l'accessibilité, la taille des boutiques, les loyers, enfin tout ça rentre évidemment aussi dans cette intervention. Et une planche optimiste, avant d'introduire l'intervention tout à l'heure de Stéphanie sur les outils, puisque vous nous voyez arriver dans ce séminaire de partage de culture commune, enfin j'espère que vous nous voyez arriver, le consommateur, la distribution, le rôle du territoire, les outils que vous avez, que vous aurez, qui sont à votre disposition, c'est la troisième partie de cette soirée. Sur le territoire effectivement du Pays Rennais, on a fait un petit exercice tout à l'heure pour essayer de vérifier si cette décorrélation dont on parle entre la production d'immobilier, de commerce et la consommation était aussi importante que sur le reste du territoire français. Vous voyez, en France, entre 2009 et 2016, on a autorisé plus de 31% de surface commerciale par rapport à l'existant. L'évolution de la dépense des ménages n'a progressé que de 9%. Sur le Pays Rennais, et donc tout ce que vous avez déjà mis en place ne doit pas y être complètement, vous voyez, étranger. 631 000 m² de commerce, 57 000 autorisés dans l'intervalle, plus 9% de surface par rapport à l'existant, alors que la dépense des ménages, elle, progresse de 6%. Donc là, la décorrélation locale, elle est évidemment moins importante que le niveau national, les QFD. D'accord ? Il y en a une petite. On ne corrigera pas ou on n'interviendra pas effectivement complètement sur ce rapprochement de ces deux données. C'est évidemment aussi plus complexe sur un certain nombre d'autres facteurs qui interviennent sur cette thématique-là. Mais je voulais terminer cette introduction sur le consommateur et sur ses comportements d'achat par le fait effectivement que sur le territoire rennais, globalement, sur le pays de Rennes, ce que vous aviez mis en œuvre depuis un certain nombre d'années donnait et portait ses fruits, puisque on voit que cette décorrélation est moins importante que sur le reste du territoire. Au forceps, en 25 minutes, avec beaucoup de choses à vous dire, je m'arrête là, et si vous le souhaitez, on continue avec des questions-réponses, et on continue le débat sur le comportement d'achat et les consommateurs. Merci.